Restez pour le générique. Pourquoi tu passes le générique? Je crois surtout qu'on va avoir besoin de 2 experts. Ce sont les meilleurs. Alors je te fais ton générique. Arrêtez ce générique! Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Générique, le podcast qui pose une question générique aux gens qui sont au générique. Ce soir, la question que nous allons nous poser tous ensemble est: la première œuvre est-elle l'œuvre d'une vie ? La première œuvre, simple manifeste artistique, simple esquisse, peut-on considérer que c'est l'expression la plus pure d'un créateur ? Est-ce que la première œuvre peut-elle définir toute une carrière ou est-ce que c'est qu'un point de départ ? Je suis Bastien Chauvet et pour répondre à cette épineuse question, je serai accompagné de... Reda Sédar. Et aujourd'hui, c'est un peu particulier parce qu'on tourne en live et pas n'importe où. On a la chance d'être à la Cinémathèque française dans le cadre des Jeudis Jeunes. Donc c'est quand même très très cool de tourner là. Bon, il y a un peu d'écho, il y a un peu de bruit, vous verrez, mais ça va bien se passer. Qui plus est, en plus, on est convié à ce Jeudi Jeunes pour l'exposition d'Orson Welles. Et donc une rétrospective sur toute la carrière du réalisateur. Donc c'est assez cool, mine de rien, de se questionner sur les premières œuvres alors qu'on a une énorme photo d'Orson Welles juste à côté de nous. Mais en plus d'Orson Welles, on a 2 autres invités qui ne sont autres que Sloniso, danseur, acteur, réalisateur, j'en passe et des meilleurs, qui a réalisé de nombreux courts-métrages, mais aussi 3 longs-métrages et qui est en train actuellement d'en produire un 4e. Nous avons aussi à côté Rémi Allier, scénariste, réalisateur de plusieurs courts-métrages, dont un qui a été récompensé par autre que le César du meilleur court-métrage en 2019. Ça en jette un max. Voilà, Rémi qui est actuellement en train d'écrire et qui va bientôt tourner son premier long-métrage. Et oui, parce que si on s'interroge sur la première œuvre, on peut aussi s'interroger sur qui l'a fait, comment on l'a fait, etc. Alors c'est vrai que déjà, on va pouvoir différencier 2 choses. Les réalisateurs déjà. Les réalisateurs en France, pour nous, c'est des auteurs. Ils ont un peu la main mise sur tout. C'est très artistique. Si vous parlez de réalisateurs, chez les anglo-saxons, ils appellent ça un directeur et on est beaucoup plus proche d'un chef d'orchestre. Pourtant, ils ont la même problématique. La première œuvre, la réalisation d'un film, ce tout premier jet, celui qu'on fait souvent à l'école, est toujours très artistique, très pris d'une envie. Alors que quand on se retrouve dans une industrie, quand on fait un long métrage produit, qui va être distribué en salle, on se retrouve d'un seul coup avec 250 personnes qui bossent sur un film et c'est nous qui devons leur donner des réponses tout en essayant de garder l'intégrité de l'œuvre. Du coup, est-ce que c'est encore une œuvre ? Est-ce que c'est encore notre œuvre ? Alors à quel moment démarre la première œuvre pour un réalisateur ? Est-ce que c'est une espèce d'œuvre éternelle ? Est-ce que c'est un peu comme un compagnonnage ? Est-ce qu'on va devoir faire un peu le tour de soi-même avant de pouvoir réaliser son chef-d'œuvre ? Et en fait, voilà, quand est-ce qu'on a fini son tour de soi-même ? Rémi, peut-être, peut nous répondre un peu là-dessus. Moi, je pense que ça, l'apprentissage du cinéma, en tout cas, dans mon approche, ça ressemble vraiment à du compagnonnage. Clairement, c'est ça. Moi, j'ai fait d'abord des études de montage ici en BTS à Boulogne. Puis je me suis mis à traîner sur les plateaux et donc à rencontrer des compagnons qui m'ont appris leur métier. Donc, chef FOP, chef électro, régisseur général, assistant mise en scène. Et j'ai fait vraiment tous les postes. Et j'ai vraiment eu l'impression d'être pris par la main pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois en fonction des postes. Et d'être vraiment embarqué dans un apprentissage comme ça pour petit à petit remplir mon sac de réalisateur en disant c'est ça les collaborateurs, c'est ça les artistes qui vont venir enrichir ma vision ou l'orienter, voire la déformer par moments, etc. Et il y a vraiment pour moi ce truc d'apprendre main dans la main avec plein de gens pour trouver une bonne manière idéalement de pouvoir leur faire confiance ensuite en disant sur le tournage là maintenant on va faire un gros plan en contre-plongée sur le bébé, c'est ça que je veux. Et où tu sais quel mot tu choisis précisément. Là, j'ai dit un truc très simple, mais tu sais quel mot tu choisis parce que tu sais à qui tu parles et comment toi, quand tu étais à leur place, tu comprenais ce qu'on te disait. C'est la même chose avec les comédiens. Moi, ce qui m'a appris le plus, c'est de jouer. Toi, tu as de la chance d'être comédien avant d'être réalisateur. Je pense que c'est vraiment une très grande force. Moi, je suis pas très bon comédien, je trouve. Je te rassure. Mais d'Éric Judor pendant des années, quoi. Voilà, c'est officiel. Mais du coup, c'est le fait de l'avoir fait en fait qui m'a mis à te frotter un peu, qui m'a permis quand même de comprendre en fait ce que c'était que les moments où il y avait un réalisateur qui me parlait, où je comprenais absolument pas de quoi il me parlait, qu'est-ce qu'il me voulait, et d'autres moments où au contraire les mots ils tombaient juste pour m'orienter, me libérer, me mettre à l'aise. Il y a beaucoup de comédiens passés à la réalisation, plutôt des comédiens qui jouent dans des films, d'anciens comédiens qui
qui disent ça. Enfin, c'est quelque Ouais. chose qu'on lit souvent. C'était hyper agréable parce qu'elle sait parler et tout. Et je me suis toujours dit, on a tendance, quand un film sort, à interroger les comédiens. Donc, c'est quelque chose qui revient, mais on n'interroge jamais le chef-op ou le machinot, tu vois. Et si un réalisateur était un ancien chef-op ou machinot, est-ce que le chef-op dirait la même chose? C'est quand même agréable, tu vois. C'est poser une lumière, tu vois. Mais, Pour le coup, moi, j'ai un rapport très proche avec mon chef opérateur, enfin, avec le chef opérateur avec qui je travaille. J'aime pas dire mon chef opérateur, c'est comme s'il m'appartenait. moi, Philippe. C'est ça, mon précieux. Donc, c'est Kinan Massarani, avec qui j'ai fait les études à l'IAD. Et moi, en fait, comme j'avais de l'expérience avant sur les plateaux, en caméra, j'avais fait vraiment un peu tous les postes. Donc, de la lumière, chef-op, cadreur, un peu de steadicam sur toutes sortes de projets. Et du coup, j'avais voilà, une envie et une facilité à penser les images, etc. Et donc, des moments, ça allait plus vite de prendre la caméra. Mais du coup, quand tu es étudiant, tu prends la caméra, donc, qui est l'outil du chef opérateur, mais c'est aussi sa note, c'est aussi son avenir. Et donc, en fait, si toi, tu la prends sur l'épaule, d'un coup, tu lui piques sa place. C'est hyper compliqué. Et du coup, ça a été tout un travail de rencontre avec lui pour se mettre à l'aise. Et pour trouver, pendant un temps, c'était notre technique de dire, OK, je touche pas à ta caméra, il n'y a pas de souci, pas de stress, parce que ça crée des tensions. Mais dire, voilà, la deuxième prise de répétition, une fois que j'ai capté ce que je voulais avec les comédiens, je la prends. Et je dirige en étant à l'épaule. Et comme ça, tu sens quel est mon regard, comment je navigue dans la scène. Et du coup, ça permettait de communiquer en fait comme deux techniciens. D'avoir un échange. Où d'un coup, c'est pas un réalisateur qui parle à un chef opérateur, mais c'est un chef opérateur qui parle à un chef opérateur. Enfin, si tant est qu'on pourrait me qualifier de chef opérateur, hein, mais en tout cas, il y a une espèce de truc de langage différent, quoi, d'un seul coup. Et je pense que c'est un peu équivalent à ce truc sur les comédiens dont on parlait juste avant, je crois. Je sais pas toi comment tu diriges les comédiens. Peut-être qu'en fait tu fais genre tu sais pas du tout ce que c'est comme métier. Je ne les dirige pas, c'est eux qui me dirigent. J'adore être soumis. Non, voilà. Le problème avec le fait d'avoir été acteur, et parce que ça n'a pas que des avantages, c'est que tu as envie de faire à la place de l'autre parfois. Et quand tu écris en tant que comédien, enfin, quand tu es réalisateur mais que tu as un œil d'acteur, tu écris comme un comédien parfois. Et donc, tu as envie que ça fitte direct. Avec la musicalité que tu as en tête. Et donc, ça, c'est un piège aussi. Et ma résonance n'est pas du tout celle de l'autre. Donc, il faut faire plutôt un deuil très vite de ce que tu veux. Et en plus, quand tu connais les contraintes, enfin, on va partir, on connaîtra ça dans le long métrage par rapport au casting. Tu pars pas généralement avec le casting que tu veux à 100%. C'est même de moins en moins le cas. Tu es avec le casting avec lequel tu peux monter ton film. Enfin, pas pour le cours, là, pour le coup, tu es cool. Tu peux même prendre ta grand-mère, celle que ta maîtresse, tout ce que tu veux. Mais tu peux pas. Voilà. Mais en revanche, pour le coup, dans le long métrage, c'est souvent des acteurs maintenant qu'on t'impose énormément, quoi. Ouais. Alors que toi, t'as pas forcément écrit avec cette Non. musicalité-là. Et t'es obligé de faire vraiment un effort d'imagination parfois pour faire rentrer. Là, je suis pile dedans en ce moment. C'est pas vrai, on parle de ça. J'en parlais encore en venant. Je dirais pas le nom de l'acteur, mais il faut vraiment que je fasse un effort. Et du coup, je réécris pour lui, parce que je me dis, les gens, ils vont jamais le voir là-dedans. Tu veux dire que tu essayes d'adapter ta vision à la vision que tu penses que le public a ou Non, mais déjà, il y a 40 kilos de différence entre les deux personnages. Enfin, entre l'acteur et le personnage pour qui ça avait été écrit au départ. Et 10-15 ans de différence d'âge. Et après, c'est pas du tout les mêmes énergies. Tout est différent. Mais vraiment tout. Mais il y en a un avec lequel tu peux monter ton film. L'autre, tu ne peux plus. Et qui est un excellent acteur. Mais tu es obligé de tout repenser. Mais vraiment de A à Z. Et même dans les dialogues, il y en a un qui était abîmé par la vie, l'autre l'est beaucoup moins physiquement. Donc tu peux plus. Il y a des vannes, il y a des choses qu'il peut plus dire de la même manière. Sinon, c'est bizarre. Voilà. Mais il est carrément beau gosse, pourquoi il dit? Oui, c'est ça. Non, mais après, bon. Et donc, et souvent, bon, juste pour finir avec ça, mais quand on m'avait demandé de faire des toutes petites masterclass pour les comédiens, pour savoir comment ils se présentent, ils doivent se présenter à un casting, par exemple. Et quand toi, tu es comédien et que tu as galéré, tu étais de l'autre côté, tu en as passé des castings et tu sais que tu es là, le stress du truc, tu as préparé ton truc, tu es chez toi, tu es le roi du monde. Tu es meilleur, tu es vraiment le meilleur acteur au monde.
Et puis tu références parfois, tu dis ah tiens comment il l'aurait joué, tu regardes des vidéos, tu te dis comment lui il le ferait, tu nuances à fond et puis tu arrives au casting et là il se passe plus, enfin tout t'es bloqué, c'est horrible. Tu as une lumière au néon, tu as une pauvre caméra, ils te regardent plus ou moins, ils sont en train de discuter pendant que tu fais tes essais. Enfin, tu vois, il n'y a rien qui va. Et tu finis par comprendre après qu'en fait, moi c'est ce que je leur disais, je disais mais en fait rarement tu prends un acteur pour jouer. Tu prends une personnalité la plupart du temps. Tu prends la personne, la façon dont elle ouvre la porte, donc comment elle se présente à toi. Tu sais quasiment à ce moment-là si c'est la. Pourquoi ? Parce qu'on en revient à ce que je te disais tout à l'heure. Tu as écrit. Nous, on est réalisateur, auteur. On a écrit, on a une vision. Et tu rencontres ton personnage du coup à ce ou moment-là. pas. Le mec, il sait déjà en se posant. C'est un détail, le fait qu'il soit bon ou pas. Enfin, tu as toujours l'espoir de te dire. J'espère qu'il est bon quand même. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu te dis, s'il se loupe là devant toi et qu'il n'est pas très bon, il aura une deuxième, troisième, quatrième, cinquième chance parce que tu te dis, attends, c'est con, il y a un truc à faire avec ce mec. Et a priori, au naturel, il correspond déjà un peu à ce que tu voulais. Donc, à ton ce sera un travail d'abandon. C'est ça. Alors qu'il y a des super acteurs, le mec, il peut tout jouer. Hein. T'as pas forcément envie que ce soit lui, c'est terrible ce que je dis, mais c'est inconscient, c'est le back-office qui bosse. Ah, tu sais, c'est pas, il est un peu trop comme ça, un peu comme ça. On en revient vraiment à un truc d'émotion, là encore. Et du coup, c'est un peu, je pense, la question, parce qu'on a un peu digressé, mais c'est passionnant, donc on peut digresser longtemps, en vrai. Comme d'hab, nous on aime bien. De toute façon, c'est l'idée, hein, comme on dit, c'est une discussion libre. Hein. Mais ouais, c'était ce qu'on essayait d'évoquer, c'était est-ce que, comme vous commencez à avoir plusieurs films et cours qui soient écrits ou tournés, etc., mais est-ce que vous sentez qu'il y a quand même une ligne directrice dans tout ça, puisqu'on parle d'émotion depuis le début, tu vois, est-ce que vous sentez qu'il y a des thèmes, des sujets, ou peut-être, comme tu disais, des émotions, des ressentis, des façons de filmer qui viennent, qui peuvent être un peu des trucs inconscients qui arrivent dedans, ou que vous commencez à sentir ça, ou pas du tout ? Une sorte de trace que vous avez dans chacune de vos œuvres, une certaine patte, un certain point de vue par rapport à la façon dont vous racontez les choses. Est-ce que vous commencez à ressentir ça de votre propre chef, ou alors est-ce qu'on vous le rapporte même au fil et à mesure de vos expériences ? C'est marrant, c'est vrai que vous commencez à filmer comme ça, ou vous avez souvent ce thème qui revient dans vos œuvres. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez un peu ? Pas du tout. Non, c'est pas ça. Enfin, le truc assez drôle, c'est que en fait, ça va être court. C'est surtout ce que les gens te disent. Okay. Le fil conducteur. Enfin, le lien, c'est les autres qui le font. Moi, je l'ai jamais fait. J'ai toujours l'impression. Là, c'est très instinctif. Imagine, je viens de faire un polar. Là, c'était le premier de ma vie. J'ai démarré avec. Moi, j'étais fan. Pour revenir au début, moi, j'étais un fan de Jeunet. Terry Gilliam, c'était mon cinéma, quoi. Donc, tout était basé là-dessus. Tu vois, je ne pensais même pas que... Pour moi, les frères Dardenne, c'était horrible. C'était comme des doigts. Tu vois, alors que maintenant, j'adore. C'était comme, tu vois, une fourchette sur un tableau encore une noir. fois, tu voulais un truc très maîtrisé, y compris graphiquement, etc. Une espèce de poésie, un truc ouf, quoi. Les trucs de... Voilà. Et j'étais complètement là-dedans. Je ne fais rien de ça aujourd'hui, mais c'est tout ce que j'ai voulu faire dans mon premier court-métrage. Ouais. Mais si tu regardes le premier qui était L'homme de la boîte, un truc très poétique, comme ça, avec une voix off, pauvre Jacques Frantz qui est plus de ce monde maintenant. Et c'était complètement axé là-dessus. Mais aujourd'hui, je serais incapable de faire même ce que j'ai fait au tout début. Parce que c'est quelque chose qui te parle plus, ou parce que tu le... je ne le ferais plus pareil, ça serait beaucoup moins bon. Okay. Enfin, je dis pas que c'était bon. Hein. Je dis qu'en tout cas, ce serait là vraiment parce que je serais trop à vouloir faire quelque chose d'incroyable. Hein. Et là, non, j'avais mes références, je bricolais en fait. Tu vois, et ce bricolage a créé une identité à ce moment-là, a fait que le film a plutôt bien marché. On a fait 68 ans, on a eu des prix et tout machin. Mais c'est la chance du débutant, tu sais, le truc, tu sais pas ce que tu fais. La tartine est tombée du beau côté à ce moment-là. La naïveté. Ouais, c'est complètement naïf. Puis on rigolait bien, on a fait. Mais l'identité, c'est forcément il y en a une puisque c'est toi qui le fais et que c'est toujours la même personne et que même quand tu fais un polar, bah moi la pomme ne tombe jamais très loin de l'arbre, tu vois. Même il y a toujours cette petite. Moi j'aime un peu les mélanges de culture. Ouais, ce que j'allais dire, polyculturel et. Ouais, et tu vois, je l'ai encore même en allant tourner en Ukraine, on a encore ça, c'est encore très présent dans le truc. Donc on va dire que les gens, pour eux, ils s'y retrouvent systématiquement. Mes trois spectateurs à chaque fois qu'ils vont voir le film. Mais c'est vrai que
toi-même t'évolues, tu vois, en tant qu'humain au cours de ta vie, donc ton œuvre, elle évolue forcément avec. Enfin, comme tu dis, même si c'est une part de toi, forcément, il y a une identité qui se crée, mais tes préoccupations, Il y a moins de cheveux. tes envies, ouais, sont pas, sont D'ailleurs, c'était le pas thème, les je mêmes. pensais que tu c'était vois. le thème aujourd'hui. Mais ouais. Des rêves. Je rigole dans le micro. mais oui, mais je pense que ouais, moi je te rejoins assez sur le côté inconscient. Moi, je suis en train d'écrire mon premier long aussi là, et en fait je me rends compte qu'il y a des thématiques que je voulais aborder, qui sont dans la structure narrative et qui appartiennent à la structure narrative et qui sont là. Et là, en commençant à relire les premiers traitements, etc., je m'aperçois qu'il y a d'autres choses. Tu sais, je me dis, ah, mais il y a ce schéma-là. En fait, il y a quasiment. Il y a un truc sur l'identité que j'avais pas mis intentionnellement, mais qui clairement se dessine. Il y a un truc sur. Toi, tu pourrais quasiment te dire. Je me suis fait ça dans la voiture tout à l'heure. Je dis, mais en fait, j'ai quasiment le cycle du héros, mais genre sur la famille, en arrière-plan, alors que je voulais pas. Tu vois et genre, ça s'est dessiné comme ça, tu vois, sur un truc de famille qui se recompose et comment, tu vois. Donc, ouais, effectivement, ouais, je pense que la conscience, je sais pas ce que tu en penses, Rémi, sur. Bah, moi, je dirais, j'ai le sentiment, je sais pas si c'est une manière d'aborder moi-même ce que je fais, mais j'ai le sentiment que c'est très clair depuis le début. Effectivement, quand j'étais ici, que j'étudiais le montage, j'avais un univers qui, je pense, lorgnait du côté de Jeunet aussi, d'un cinéma très graphique comme ça, etc. Et puis à un moment, ça s'est clarifié très fort où ce que je voulais, c'était raconter le point de vue d'un seul personnage. C'est quand j'ai découvert De battre mon cœur s'est arrêté, donc j'avais 15 ans au lycée en option cinéma. Ouais, J'ai vu De battre mon cœur s'est arrêté à Lyon, à l'Institut Lumière, c'était. Et je me souviens, j'étais assis un peu en biais à côté de l'écran et de voir en fait le regard de mise en scène sur ce personnage unique. Donc c'est le personnage de Romain Duris dans le film. Le principe, c'est qu'on ne voit et on n'entend que des choses que lui voit et entend. On est toujours avec lui, la caméra l'accompagne dans toutes les séquences. Et c'est une manière que Audiard il a développé de raconter les histoires dans De battre mon cœur s'est arrêté, puis dans Un prophète, puis un peu dans De rouille et d'os, sauf que c'était deux personnages parce qu'il y avait Mathias Connertz et Marion Cotillard. Mais du coup, moi, en voyant De battre mon cœur s'est arrêté, je me suis dit, en fait, c'est ça que je veux faire, mais je veux le faire avec un enfant. Et donc, il y a eu ce truc, voilà, à 15 ans déjà très très clair, pas articulé comme ça, hein, je le formule maintenant avec mes mots de... Ah, donc c'était un projet que tu avais depuis longtemps, en fait, que tu as ignoré longtemps. Ce truc-là était déjà clair. Et ensuite, quand je suis arrivé à l'IAD, du coup, l'école de cinéma en Belgique, la première année, on est une soixantaine, c'est une année probatoire, donc c'est une année de concours en fait. Il y a un concours d'entrée, et puis après on est 60, et c'est une année de concours. Et du coup, on doit un peu se tirer la bourre d'une certaine manière. C'est un peu comme la première année de médecine où tu es un peu testé toute l'année. Et il y a un prof qui est un gars un peu horrible, en vrai, il le sait, hein, et il enseigne plus, mais il en joue très clairement, très charismatique, qui fait peur à tous les étudiants. Et c'est son cours, donc il s'appelle Philippe Wismara. Il est à la retraite depuis 2 ans, je pense. Donc les étudiants que maintenant moi j'encadre à l'école ne l'ont plus, donc ils ont un rapport différent au cinéma, c'est assez drôle. Mais en tout cas, lui, il nous terrorisait et il nous faisait passer tous devant, comme ça, devant un public un peu plus grand du coup, parce qu'on était une soixantaine, et on passe au tableau et on doit dire pourquoi on est là. Et donc raconter en gros en 3 phrases ce que c'est que notre cinéma, ce que c'est que notre thème, enfin voilà, ce qu'on a envie de développer, quoi. Et moi je suis arrivé devant tout le monde un peu timide, enfin ça se voit peut-être pas trop, mais je suis quelqu'un de très timide à la base. Et je suis arrivé, j'ai dit moi je veux filmer des bébés. Et il y a eu un espèce de petit rire comme ça, un peu moqueur au milieu des gens de la classe et tout. Et puis le prof, il a dit, mais on s'en branle, jamais tu le feras, tu vas filmer des couches culottes, qu'est-ce que tu racontes? Ah oui, un prof très agréable. Non, c'était vrai. Puis il savait encourager l'élan artistique, un vrai élan pédagogique, la confiance en soi, enfin tous ces trucs-là. Et donc moi, ça m'a un petit peu calmé quand même, mais je me suis dit dans un coin de ma tête, je vais quand même garder cette idée en fait. Et du coup, je sais pas combien de temps on a, je vais essayer de faire un peu rapide. Non, t'inquiète. Mais en gros, j'ai quand même gardé ce truc-là parce que mon exercice de première année, c'était un ado qui arrive en babysitting chez des parents qui partent pour la soirée. Et du coup, il garde un bébé. Et donc, c'est une première confrontation entre un adolescent et un bébé. Mais c'était pas le point de vue du bébé, c'était l'adolescent, machin. Mais je me suis quand même confronté pour la première fois à ce que c'est qu'un plateau avec un bébé de 6 mois. C'est un peu intense, je sais pas si vous l'avez déjà vécu, mais c'est un sacré truc parce qu'on maîtrise pas ce que fait un bébé, et encore moins quand on est étudiant en première année d'une école de cinéma. Et après, donc du coup, au fil des années, je me suis mis à écrire du coup mon film de fin d'études, qui s'appelait Zineke, qui était un enfant de 7 ans, le personnage principal. Et donc du coup, c'était clairement raconter ce que c'est qu'un enfant de 7 ans à Bruxelles.
comment il voit le monde. Et du coup, c'est un enfant qui traîne sur le marché aux puces du jeu de balle et qui force pour partir avec des brocanteurs, qui a envie d'aller avec ces gars qui sont un peu mystérieux et qui se retrouvent embarqués dans un cambriolage. Et du coup, il y avait ce truc qui devenait assez clair de regarder le monde, de regarder un peu les difficultés, les endroits un peu marginaux du monde, un peu difficiles, un peu sombres, un peu ambiance polar, ce genre de choses, mais à travers le regard des enfants, et regarder un peu la violence du monde à travers le regard des enfants. Et donc, du coup, j'ai fait Zineke, un peu, très naïvement, avec cette envie que ça marche, parce que tu as envie, tu vois d'autres gens de l'école qui ont leur film qui est sélectionné à Locarno, et donc tu te dis, ah ouais, c'est ça qu'il faudrait, comme ça, après, je rencontre des gens, puis je peux faire un court-métrage. Et donc, il y avait cet espoir-là, mais assez innocent, en vrai, en étant très honnête. Et puis, je finis mon film, et puis il y a le jury, et puis le jury dit, ouais, c'est pas mal, mais franchement, je suis déçu de toi, je pensais que tu ferais mieux. Et donc, je vis un truc un peu dur au moment du jury. C'est vraiment une équipe pédagogique. Au top. Ouais. C'est une école, moi, que je recommande très fort parce que c'est très intéressant, et puis c'est pas très cher, c'est 1 400 € l'année, 1 300, 1 200. Donc, c'est pas très cher, c'est assez accessible, il y a des bourses en plus. Donc, Faut juste être armé psychologiquement. mais voilà, faut être très C'est que t'as un budget psy, par contre. Moins maintenant, parce que Philippe Wispara, dont je parlais au début, n'est plus là, donc ça teinte différemment l'école. Mais en tout cas, moi, ça a été vraiment un apprentissage de la douleur assez fort. Et bref, et donc du coup, je vis ce jury où tu as vraiment tous les profs de l'école qui viennent. Bon, ça va, c'est pas grave. Ils me tapent sur l'épaule comme ça en disant, t'es le 3e, hein, c'est pas grave, parce qu'on était 3 filles. Ah oui, donc. Et j'étais classé 3e dans les notes. Mais je Même me des fichais un peu, supportifs. moi j'avais l'impression de faire ce que je voulais Mm. et d'avoir exploré ce que je vous racontais avant. Mais je vis vraiment un truc genre, ok, c'est le ratage en fait. Donc, Et tu entre doutes guillemets, de toi-même à tu ce te dis, moment-là. bah, ma vie est ratée, je vais pas être réalisateur, ça va pas du tout. Je vais mourir. Et je rentre en Bourgogne. Moi, je suis originaire de Bourgogne, donc je quitte Bruxelles, je rentre en Bourgogne. Je fais une fête, c'était mon anniversaire, plus la fin des études et tout ça. Et puis, quelques jours après, où je me remets de ma gueule de bois et de l'échec, du sentiment d'échec, je reçois une lettre de Locarno qui me dit félicitations, le film est sélectionné à Locarno. Et d'un coup, bah, voilà, je cours en bas dire à mes montagne parents russe. qu'on est sélectionné à Locarno. Et donc, je me retrouve du coup en août à Locarno. Et d'un coup, effectivement, tu as ce discours de journalistes, de spectateurs qui viennent en te parlant ce qu'ils voient dans ton film. Et cette question du coup de ce que je raconte de manière un peu articulée me vient aussi beaucoup de ces retours-là. Ah ouais, c'est marrant de regarder le monde à travers les enfants, de regarder un cinéma un peu comme les frères Dardenne. Mais donc c'est pour ça que ça te faisait rire quand tu parlais des Dardennes tout à l'heure. Moi, je me sens, c'est un cinéma qui m'intéresse, mais je me sens pas proche de ce qu'ils font. J'ai pas l'impression je pense pas à eux quand je fais. Tu Mais fais quelque chose. en tout cas, on m'en a beaucoup parlé en me disant ah ouais, c'est du cinéma belge, c'est les Dardennes, à l'épaule, etc. Mais à hauteur d'enfant, de raconter à travers les enfants. Et après, du coup, je devais faire un mémoire de fin d'études, et j'ai fait un mémoire sur le travail avec les enfants, sur ce que c'est que de diriger des enfants acteurs et tout ça. Et donc j'ai rencontré toutes sortes de réalisateurs, de réalisatrices, assistants qui travaillent avec les enfants. Et c'était beaucoup autour du travail de Truffaut et de Spielberg et de Jacques Doyon aussi. Et en fait, au moment de la soutenance de mon mémoire, il y a un réalisateur belge, Vincent Lano, qui était là en auditeur, en lecteur, et qui dit ah ouais, mais ça, ce truc de faire un film avec les bébés, c'est génial, je vais le faire. Et il dit ça, et moi je me dis mais non, c'est moi qui vais le faire, à moi. Et donc du coup le lendemain de la soutenance, j'avais réussi mon mémoire, ça s'était bien passé. Le lendemain de la soutenance, je me suis réveillé, et j'ai écrit et si c'était un bébé qui se faisait arracher à sa mère. Et c'était la première ligne des petites mains du coup. Qui a mis du coup 2 ans à s'écrire, mais du coup ça a été vraiment sur cette base-là pour arriver du coup à ce court-métrage ensuite. Et il y avait toujours en fait cette idée de ok, oui, c'est bien beau, tu veux filmer des couches culottes des bébés comme le disait ce cher Philippe, mon prof de première année, mais en fait j'ai envie d'utiliser ce vecteur-là pour réfléchir, embarquer les gens dans une réflexion sur le monde, un regard sur le monde, réfléchir à pourquoi la société elle est violente, pourquoi elle est difficile, à travers le regard d'un enfant. Et du coup, m'emmener, moi, cinéphile, dans ce truc de films sociaux, les luttes sociales dans une usine, etc., ce qui est le point de départ des petites mains. Juste, oui, c'est vrai, en fait, je parle comme si on se connaissait et tout, mais les petites mains, je trouve même des parallèles. Enfin, tu vois, genre, tu parles de lutte sociale, on va parler Citizen Kane et tout. Enfin, il y a des. Ouais, tout à fait. bien sûr. Les petites mains, c'est un bébé du coup d'1 an et demi qui est le fils du directeur d'une usine, et le film s'ouvre, il est en visite dans les bureaux du père avec sa mère. Et c'est le moment où les ouvriers viennent d'apprendre que l'usine va fermer, et donc le climat est hyper tendu. Et finalement, ils acceptent de les laisser partir alors qu'ils sont en train de séquestrer le patron. Et au moment où la mère s'en va, il y a un des ouvriers qui pète les plombs, qui casse la vitre de la voiture et part avec l'enfant. Et le film, du coup, c'est vraiment dans le regard de cet enfant, la plongée dans cette violence qu'il ne comprend pas, et ensuite ce qui va se passer avec cet ouvrier. Et donc, du coup, c'était ce truc de se dire, OK, j'ai envie de faire un cinéma un peu social, de réfléchir le monde, un peu comme on a pu voir d'autres films
Dernièrement En guerre de Stéphane Brisé, par exemple, c'est un film super intéressant sur ces endroits de lutte sociale, de Vraiment lutte sur ouvrière et tout ça. pourquoi l'œuvre et pourquoi le faire. Mais du coup, moi, c'était de me dire, j'ai envie de m'emmener avec de la curiosité de cinéphile, c'est-à-dire pas un endroit que je connais, de me dire, tiens, je vais me prendre par la main en m'emmenant à un endroit que j'ai pas vu. Comme ça, si je vois une affiche, une bande-annonce, je me dis, ah waouh, un bébé dans une lutte sociale, ça, je l'ai jamais vu, je suis curieux de le voir. Et c'est comme ça que j'essaye de travailler, en fait, de réfléchir. Et donc, du coup, tout ça pour revenir à ce truc que je pense qu'il y a clairement un truc très très clair dans ce que je fais. Peut-être chiant à la longue, hein, les gens ils vont me dire on en a marre, c'est toujours pareil. Après, Mais le bébé dans l'espace, le bébé dans... de se dire voilà, je prends le regard de l'enfant qui en fait vient de mon regard à moi. J'ai commencé à vouloir faire du cinéma, j'avais 9 ans et donc du coup je réfléchissais à l'époque on faisait des films de guerre en imaginant des enfants Cherche à qui font la guerre. tu crois. Et donc du coup je cherche ce regard-là, il y a un truc un peu de cet ordre-là de retourner dans ce plaisir d'enfant. Et du coup effectivement, sur le court-métrage, j'ai eu beaucoup de retours aussi. C'est un film qui a très bien vécu, qui a eu beaucoup de succès. Et du coup, j'ai eu beaucoup de retours aussi sur ce truc de « Ah oui, ça nous parle de ça, ça nous fait penser à ça, etc. » Et là, le long, du coup, c'est une enfant de 12 ans qui est dans une relation très fusionnelle avec sa mère et qui sont ultra impliqués dans des actions radicales dans un groupe complotiste. Et du coup, le film s'ouvre sur l'incendie d'un portique de surveillance sur l'autoroute et la fille, l'enfant, Nina, elle est partie prenante dans ces actions-là. Et le film, c'est vraiment ce regard de cette petite sur sa mère et le groupe de sa mère, de gens qui sont dans une idéologie ultra radicale, dans une remise en cause du réel et du narratif général. Ouais. Et du coup, tu penses que le choix de ce second... de ce premier long, du coup, qui est assez proche de la thématique du premier, c'est dans une idée de continuité en te disant ah bah voilà, le premier il est là, il a marché, il y a eu le César, c'est ce que les gens attendent si je veux financer un deuxième long. Est-ce qu'il y a un calcul comme ça aussi un peu d'industrie, tu vois, de te dire c'est quelque chose que tu as envie de raconter mais tu sais que potentiellement c'est plus vendable aujourd'hui parce que voilà, on parle d'œuvres depuis tout à l'heure comme si c'était quelque chose qui n'était soumis qu'à une idée propre, artistique, à une émotion pure, mais malheureusement on sait tous que ce n'est pas que ça et que parfois tu te retrouves à faire ce film-là parce que, comme tu disais, c'est celui qui est acheté, en fait, et tu aurais peut-être voulu faire celui-là en troisième, et tu sautes une étape. Mais, et ça, ce serait un peu une question que j'aurais. Et l'autre question que j'aurais un peu pour vous deux, c'est, vous avez fait des films qui ont eu des prix, qui ont eu un succès critique comme ça, mais du coup, un petit peu comme il y a cette légende autour d'Orson Welles, justement, où... le soir de la première de Citizen Kane, quelqu'un vient le voir et lui dit vous avez gâché votre vie, vous avez 24 ans, vous avez fait un chef-d'œuvre, vous n'en ferez jamais plus d'autres. Là aussi, bonne pédagogie. Et, et du coup, tu te dis, est-ce que, comment t'abordes les suivants, tu vois, à chaque fois. Moi, je me dis quand t'as mis la barre, tu vois, et que tu dois recommencer. Voilà, je sais pas. Vous avez déjà eu ressenti un peu cette pression d'avoir eu un film qui a réussi à se faire, donc du coup c'est cool qu'il soit sorti juste en grande salle pour un long métrage ou qu'il ait été primé pour un court métrage ou même en festival qui marche très bien. Et est-ce que vous avez déjà ressenti le poids de l'attente de la suite de la part, que ce soit de producteurs, diffuseurs ou autres personnes qui souhaitaient retravailler avec toi, vous ou même de vous-même. Est-ce que vous avez dit putain, le prochain là j'ai pas intérêt à me louper parce que celui-là il a quand même bien été reçu, il a plutôt bien marché. Est-ce que toi Slony, t'as déjà eu ce ressenti-là? Non, mais j'aurais aimé. Ok. Je t'ai mis la pression un peu. Ça m'aurait bien plu. Non, Même en festival, tu vois, et tout. Non. Alors, c'est vrai que il y a un film qui a fait 350 festivals. Ok. Et j'ai eu 40 récompenses, Cannes, Festival de Cannes. Sympathique, quand même. Donc, effectivement, tu te dis, mais bizarrement, comme moi, excusez-moi, je vais être grossier, mais je suis quand même très rarement satisfait de ce que je fais. J'ai toujours un peu le sentiment de faire un peu de la merde. Ok. C'est pas pendant que je le fais. C'est souvent, dès qu'on attaque l'exploitation, c'est comme si c'est un truc qui ne m'intéresse pas du tout, l'exploitation d'un film. D'accord. J'adore écrire, j'adore... voilà. Et même le montage financier me dérange beaucoup parce que c'est là où on rentre dans des calculs, justement, tu t'en parlais. C'est une industrie, le cinéma. C'est tout sauf un truc de gens cool qui font du cinéma, on fait de l'art. C'est pas du tout ça. Enfin,
Il y en a un petit peu. Alors, tout le monde se le dit par courtoisie dès le départ. On adore ce que tu fais, tout ça, machin. Mais on sait très bien que derrière, ce ne sont que des chiffres. C'est pour ça que tu parles avec nostalgie de tes premiers. Exact. De tes Et premières surtout du réalisations. court-métrage. Ouais, de tes premiers Le courts-métrages. court-métrage, tu t'en fous. Tu fais ton truc. Si c'est nul, personne t'en voudra. Tu vois ce que je veux dire? Ça Et n'a c'est justement aucun. parce que c'est pas une économie d'ailleurs. Voilà, c'est pas une économie. Ça va. Et souvent, les gens que tu vois dans le domaine du court-métrage sont un peu plus détendus que quand tu vas en festival de long-métrage où tout le monde se toise, comme ça, tout le monde fait l'effort. Mais tout le monde, c'est de la compète, tu vois. Les gens sont vraiment. Tu vois. Et en revanche, sur le court-métrage, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de compétition sur le court-métrage, mais voilà, ça va. On fait du court-métrage, on n'est pas non plus. Mais il y a de bien meilleures idées dans le court-métrage que dans le long-métrage. Moi, j'ai vu des trucs de dingue. J'en ai bouffé des. En gros, si je cumule tous mes cours, j'ai dû faire 600 au festival. Je suis pas allé dans les 600, hein. Mais voilà. Non, mais j'ai vu des trucs, mais des trucs extraordinaires, fantastiques. Impossible de trouver quelqu'un pour mettre un euro là-dedans. Parce que c'est que à risque, c'est des idées, c'est presque conceptuel. Mais là, tu vois du génie dans chaque plan, il y a du génie. C'est du lâcher. Je sais même pas si le mec il sait que c'est un génie, tu vois, quand il l'a fait. Et tout ça, machin. Mais t'as des trucs, t'as des daubes aussi, t'as des trucs terribles. Mais t'as des trucs quand même extraordinaires. Ça ne peut exister que dans le court-métrage. Dès l'instant que tu rentres dans les tuyaux du long-métrage, et ben, il faut séduire, il faut qu'il y ait des gens, voilà, et puis ça va jusqu'au montage, jusqu'à l'exploitation, jusqu'à la manière dont on va le vendre. Bon. Je dis ça parce que ça rejoint aussi l'identité de ton film, enfin ton identité, ce que tu veux. C'est que souvent, quand tu fais un truc qui effectivement marche un peu, ou qu'on te dit, ah, les gens, on va pouvoir le vendre. Donc, à partir du moment où tu arrives avec quelque chose d'un peu différent, moi, j'ai le même producteur sur 2 films, pas sur 3. Bah, lui, il aime pas trop que tu lui dis, mais t'es sûr? Et lui, il veut sans cesse réaxer vers là où il pense que sont tes forces. Tu vois? Et c'est pareil quand tu vas aller voir une chaîne, elle veut axer là où elle pense que sont ses forces à elle, par rapport à sa diffusion. Pareil pour le distributeur, le CNC, n'en parlons pas. Les forces du CNC, c'est un peu... on ne sait pas trop, puisque ça change. Ça change des commissions, il y a des trucs. Bon, tu sais que tu dois quand même être un peu solide sur ta narration, tout ça, machin, sur ce que tu défends. Ça s'entend. Tant mieux. Voilà, ouais, non, ça s'entend. Mais ce que je veux dire, c'est que parfois, tu peux avoir un délire un peu léger, un peu fou. Je sais pas si il y a quand même des mecs qui font des films où t'es attaqué par un pneu de voiture qui te poursuit. Non, mais tu vois ce que je veux dire. J'aurais tellement aimé être là le jour où il l'a pitché. Voilà, c'est ça. Beaucoup de films qui perdent du pied. Voilà, du pieu. Il y a quand même des mecs qui font ça, quoi. Ouais. Et moi, je suis admiratif. Je dis, mais c'est extraordinaire. Comment tu... mais c'est pareil, du coup, lui, il avait déjà une carrière avant, toi. Finalement, c'était pas sa première œuvre. Il arrive avec il y a déjà un univers, tu vois. Donc, en fait, il vend du pieu, en fait. En fait, et l'univers du clip. Bon, après, c'est pareil, c'est une niche. Dupieux, Gondry, il va pas ramener, voilà. Enfin, Gondry, c'est un peu plus populaire, mais Dupieux, tu vois, c'est vraiment. Il a un fan club, une fanbase, tu vois. C'est ça qui. Et les gens, donc, tu connais son économie. Tu vois, si demain il te dit, je vais faire un film à 200 millions de dollars. Oui, ça et limite, je pense qu'il va pas, en fait, presque paradoxalement. Potentiellement. Oui, il va perdre ceux qui. Mais qu'est-ce qu'il va faire avec 200 millions le pneu, il sera plus gros. Voilà. Bon, voilà. Et juste pour terminer avec ça, c'est que quand tu essayes, toi, d'avoir, entre guillemets, une marque, enfin, moi, c'est un peu le. Enfin, c'est le sentiment que moi, c'est que ça te rend un peu moins curieux. Pourquoi ? Parce que j'adore le travail. Moi, je préfère le travail des autres que le mien. Et j'adore aller au cinéma. Et il n'y a rien qui m'inspire plus que les films des autres. Mes films ne m'inspirent quasiment rien. Mais quand je vais voir le film des autres, oh putain, c'est génial, c'est extraordinaire. Et non, mais tu as envie de pas répéter, c'est pas copier, mais le mec, t'as éclaté. Est-ce que ça provoque quelque chose chez toi ? Ouais, mais tout le monde, si tu feras jamais aussi bien que lui. Donc, c'est pas ça. C'est qu'il a juste ouvert une porte, tu sais, un truc. Ouais. Et puis un jour, tu es sur un plateau, et puis hop, tu as le truc qui. J'ai vu ça quelque part, ça peut être un truc super, on va essayer de le faire. Bon, on n'a peut-être pas les moyens, t'as pas le même matos à ce moment-là. Mais ce que je veux dire, c'est que tu t'enrichis beaucoup plus de ce que tu vois que... Enfin, moi, je m'enrichis plus de ce que je vois que de ce que je fais. Donc, j'ai pas de marque précise, tu vois. Mais il y a mon identité, il y a ce que je suis moi quand je me lève le matin. Et tu le retrouves peut-être à un moment donné dans le film. Et c'est pas une volonté d'écriture. Ouais.
Mais j'aimerais bien. Tu parlais du coup de financeurs, etc., de la vision d'une chaîne ou du distributeur ou de la production. Toi, du coup, tu commences à rentrer dans l'univers du long métrage. Slony, du coup, tu as déjà un peu pratiqué. Est-ce que vous avez déjà ce sentiment, quand vous commencez à arriver dans cette grosse industrie, du coup, ça peut potentiellement brider votre message, votre vision artistique? Alors évidemment, il faut s'adapter aussi à la réalité des choses, mais néanmoins, à quel point vous ressentez quand même que vous êtes bridé par cette industrie ou par les complications que ça peut créer de faire un film aussi gros, avec autant de financement, avec autant de personnes sur un plateau, avec qui discuter, qui ont des corps de métiers différents, qui ont des visions aussi différentes. Qu'est-ce que c'est votre ressenti là-dessus? Peut-être déjà, je sais pas, enfin ça dépend qui nous écoute ou vous écoute, mais peut-être juste pour expliquer, c'est faire pour l'instant les gens qui sont en face de nous là. Voilà, c'est ça. Mais enfin, qui sont ces gens? Je veux dire, est-ce que vous savez ce que ça veut dire quand on dit court ou long métrage? C'est-à-dire un court métrage, ça peut être 0 €, parce qu'avec un téléphone aujourd'hui, on peut faire un film, et donc la liberté là, elle est de l'ordre de 100%, voire 200%. Et puis ça peut aller jusqu'à 20 000, 50 000, 100 000, 150 000 € de budget, voire un peu plus si c'est des courts-métrages très très ambitieux, mais en tout cas c'est des sommes assez raisonnables, on va dire, où on peut financer avec une région en France, éventuellement Arte par exemple, et plus éventuellement une aide du CNC. Et moi je vis en Belgique, je vis entre la Belgique et la France, et donc du coup on finance les films aussi en Belgique. Et donc voilà, du coup on finance avec des gens qui en court-métrage ne cherchent pas d'argent en retour. Il n'y a personne qui veut faire de l'argent. Si jamais le film est diffusé sur Arte et qu'il y a de l'argent qui rentre, c'est un bonus. Et donc du coup la liberté elle est totale, effectivement. Quand tu dis moi pour Les Petites Mains, quand j'ai dit je veux que ce soit Yann Emenecker qui fasse l'ouvrier, il y a zéro question, c'est genre ah ouais super, t'es en confiance avec lui, ok, fais un essai, et s'il est bien c'est génial, tout le monde est partant. Quand t'es en long métrage, effectivement l'argent qu'on te donne, c'est souvent de l'argent qu'on te prête, ou dès que le film va rentrer dans ses frais, il va falloir commencer à rembourser, etc. Et donc le budget, pour donner un ordre d'idée, le minimum, je ne sais pas si on s'entendra là-dessus, mais ça serait 1 million €, je dirais. Il y a des films qui se font à moins. Je pense, pour un long, ouais, c'est il y a des films qui se font à moins, mais c'est vraiment un minimum. Et ça va jusqu'à 50 millions, 150 si on parle d'une Bataille après l'autre qui est sortie il n'y a pas longtemps. Et nous, le budget actuel sur le scénario, en théorie, si on voulait être vraiment confortable, je pense qu'il serait de l'ordre de 3 millions. Et moi, pour un long métrage, ça me paraît être une montagne. Enfin, c'est hallucinant. Et donc, du coup, effectivement, quand on commence à devoir réfléchir à qui va nous donner cet argent, nous le prêter, les enjeux sont plus les mêmes. C'est pas juste j'ai une super idée, venez avec nous. C'est voilà, j'ai une super idée, et pourquoi ça va être incroyable, pourquoi ça va être différent de tout ce que vous avez vu avant, pourquoi effectivement il y a des gens que ça va intéresser, quel type de gens ça va intéresser, comment est-ce qu'on peut être sûr que ça les intéresse, et d'autres on ne sait pas, et donc on va se positionner aussi, réfléchir à comment le film sera distribué, etc. Et comment ils s'accaparent l'œuvre aussi, du coup, je suppose, parce que une fois que tu les as convaincus, tu parles là de producteurs, etc. Ouais, ça peut être aussi tous les collaborateurs, mais en fait, comme on disait au début, chacun va nourrir le film aussi Bien différemment. Et du coup, à partir de quel moment l'œuvre, parce que vous écrivez en plus, à partir de quel moment l'œuvre, elle t'appartient encore, ou est-ce qu'elle est multiple, enfin, tu vois, moi, je pense que ça nous appartient jusqu'au bout, mais que un film, c'est vraiment la somme de la patte de chacun des collaborateurs sur le résultat final, quoi. Mais je pense que vraiment, moi, mon objectif, en tout cas, est de garder la main jusqu'au bout. Vraiment, je pourrais pas imaginer faire des films en ayant un moment de devoir lâcher le montage en disant changez la fin si vous voulez, c'est pas grave, surprenez-moi. Ouais. J'ai besoin de garder la main jusqu'au bout sur toutes les étapes. Je suis très très un peu tu parlais tout à l'heure de la question de contrôle. Moi, je pense que je cherche à contrôler. Je fais des allers-retours en permanence entre lâcher prise totalement pour m'abandonner et être en spectateur totalement libre et pas savoir ce que je regarde, pour me faire surprendre par ce qui se passe. Enfin, faire genre, je suis surpris par ce qui se passe à l'écran. Et à l'inverse, essayer de tout contrôler à chaque instant. Et quand on travaille avec des enfants, par exemple, c'est très compliqué parce qu'il faut trouver des manières de les laisser totalement libres tout en les contrôlant. C'est tout un truc. Mais ouais, je pense que le travail, il est vraiment c'est un peu de la danse, quoi, un truc de souplesse, de trouver la liberté et en même temps le contrôle.
Et après, sur les collaborateurs du coup artistiques, c'est assez facile parce que moi je l'ai choisi. Donc Kinan Massarani, comme je disais, chef opérateur, le monteur, la script, c'est des gens que je choisis, avec qui je suis ami, proche, et donc c'est très facile de les embarquer. Ils connaissent le projet depuis Qui sont dans longtemps. ton monde, que tu. Ça fait 15 ans qu'ils en entendent parler, donc voilà, c'est OK. Mais après, voilà, distributeur, c'est autre chose. Là, on est en train de rencontrer les gens, et tu sens qu'effectivement, d'un seul coup, c'est plus juste ta vision artistique, ça devient effectivement un produit qui s'inscrit dans une industrie avec des frais qui sont engrangés pour la distribution, la diffusion, la promotion, la stratégie en festival, enfin voilà, toutes ces choses-là. Parce que du coup, les longs métrages, on a tendance à penser à organiser les choses pour tourner et pour que le film soit fini, pour qu'il soit prêt pour le Festival de Cannes, où on espère pouvoir être pris dans une sélection. Et puis ensuite, sinon, il y a Locarno, Venise, Toronto, et puis Berlin l'année d'après, Sundance, qui sont au mois de janvier. Et donc, du coup, c'est t'as tout le parcours de la parcours tournée comme ça qui est pensé, qui est déjà prêt. Là, on est à presque 1 an du tournage. Ce parcours-là, il est déjà pensé. En fait, il y a un truc où c'est vraiment pas de l'art pour le coup. Pour nous, c'est autre chose, quoi. C'est vraiment de la stratégie, de production, de conception d'un parcours, quoi. Mais c'est des choses qui sont importantes à intégrer, à ingurgiter, et en même temps à laisser complètement glisser sur soi pour pas être. Enfin, moi, j'ai pas envie d'être angoissé par la question de est-ce qu'on sera à Cannes ou je sais pas quoi. Je pense que si le film C'est est même puissant, parasite pour toi. voilà, pour... si le film est tu le puissant, sauras. il sera. Si le film est puissant, il sera pris dans un festival chouette, et puis on sera heureux d'y aller. Mais peut-être ça sera le BIF à Bruxelles, peut-être que ça sera Cannes, ou peut-être que ça sera le festival de Montluçon. On s'en fiche en fait, du moment que c'est chouette, qu'on va rencontrer du public. Je crois que c'est ça qui est important. Et sur le truc de... Oui, c'est ça, tout à l'heure, tu posais la question de la pression qu'on se met et tout. Ouais. Je pense que la plus grande... Enfin, moi, mon plus grand ennemi, c'est... Plus grand ennemi. Ouais. Je sais pas comment on fait la liaison. Le mec que j'aime pas. Le plus grand j'aime pas du adversaire tout. dans mon travail, c'est moi-même. C'est vraiment moi qui me bride, qui m'angoisse, qui me dit t'es pas à la hauteur, c'est pas une assez bonne idée, c'est pas assez bien écrit, c'est pas juste, t'es pas assez au courant, tu connais pas assez bien le sujet, alors que ça fait 5 ans que je passe mon temps dans des groupes complotistes, aller rencontrer des gens, etc. Et à quel moment tu t'arrêtes du coup? Et Quel est le moment où je t'arrives pense à que je te m'arrêterai dire, jamais. En fait, ouais. j'ai Mais c'est ton continué. producteur, c'est qui du coup dit non mais là Rémi, on tourne. Tourner, oui, il y a un moment où ils vont me dire là c'est le premier jour de tournage, donc tu vas arrêter. Il faut que tu donnes le texte. Mais ouais, il y a plusieurs choses, mais je pense que c'est un lâcher prise qui se fait petit à petit. Mais clairement sur la pression intérieure, du coup, elle a été très grande. Et moi, il y a eu donc cet événement incroyable du César qui arrive sur la fin de la vie du film. Donc Les Petites Mains, c'est un film qu'on a terminé en 2017, donc a commencé son parcours en festival assez chouette, avec plein de prix de festival et tout, donc c'était super, mais pas incroyable, moins que mon fin d'études. Donc moi j'avais un espèce de sentiment comme ça, de frustration qui m'énervait. Ouais, je me disais mais pourquoi t'es frustré en fait, c'est génial ce qui t'arrive, mais t'arrives à pas être content, à avoir l'impression que c'est moins bien qu'avant, et donc ça me rendait un peu fou. Je me disais mais t'es complètement bête de penser ça, quoi. Et puis d'un coup il y a ce truc présélection au César, donc en septembre on nous dit qu'on est dans le coffret DVD des Césars, donc il y a 24 films là-dedans. Et ça, déjà, enfin, moi, c'est un truc rêve de gamin. Ouais, c'est déjà fou. Un truc incroyable. J'en revenais pas, quoi. Je tremblais. Pareil, j'ai appelé mes parents. Donc, c'était comme pour le truc de Locarno, quoi, d'un coup. Oh là là. Et puis, tu te retrouves dans ce coffret DVD. Et puis, on se retrouve, du coup, à entendre parler du film et à se rendre compte qu'il y a un truc qui se passe. Et puis, le film se retrouve nommé. Donc, en janvier, les nominations sont annoncées. Et puis, du coup, tu vas à la cérémonie. Et puis là, on appelle ton nom. Et tu dois aller sur cette scène avec Cadmerade qui fait le guignol à côté, machin. Et moi, j'étais vraiment dans un truc, genre, c'est au-delà de toutes les espérances dont je parlais avant, ce truc de t'espère, le succès, machin. Ça, je l'avais, oui, rêvé gamin quand j'écoutais les Césars. Je regardais les Césars à la télé mon discours, ce sera ça. avec la radio, parce qu'on n'avait pas le son sur la télé. Donc, du coup, il fallait mettre la radio à côté. Et je me disais un jour, j'irai peut-être au César ou un truc comme ça. Mais voilà, ça restait le rêve du gamin. Après, quand je fais des films, je suis plus là-dedans. Mais une fois que ça arrive d'un coup, ça devient possible. Et donc, ça rentre dans l'équation, en fait. Ça fait partie des choses à atteindre, des choses qui sont normales d'atteindre, entre guillemets. Et puis ça t'arrive tôt, en fait. Donc du coup, oui, dès ton premier long, là, forcément... Et puis tout le monde te dit, quand ça t'attendent. t'arrive une fois, ça t'arrive 2 fois. Ouais. C'est un truc qu'on te dit à fond. Et puis l'autre truc aussi, moi, qu'on m'a beaucoup dit, et ça vraiment, j'en veux à des gens que j'aime, c'est après les Césars, pendant 2, 3 mois, 4 mois, 5 mois, les gens que je voyais, beaucoup, ils venaient et puis ils me tapaient sur l'épaule, ils me faisaient « Maintenant, faut pas te rater. Hein. » Et moi, je me disais, on a une bonne thématique pédagogie. Hein, non, mais décidément. peut-être que c'est le biais de négativité, quoi. Je Ouais, retiens ouais. que les trucs négatifs. Non, il y a eu aussi énormément de choses très chouettes et ultra bienveillantes et belles, mais cette petite phrase-là, en fait, c'est comme un petit pivert dans la tête qui fait son trou au bout d'un moment. Où moi, je disais, la première fois, je disais non, mais on s'en fout. Si je me rate, c'est pas grave.
Je l'ai. Et l'autre blague que je faisais aussi, c'est si évidemment je vais me rater, c'est mon objectif dans la vie, quoi, de faire des films et de griller des budgets de long métrage. Tester. Non, c'est d'essayer de Oui, faire oui, des tu veux belles dire, choses, ouais. quoi, et de recevoir de l'argent et d'en tirer le meilleur pour faire un film qui soit le plus beau, le plus puissant, le plus surprenant, le plus fort possible, quoi, clairement. Et d'explorer des choses et de tester, comme tu disais. Mais du coup, cette petite phrase, elle reste. Et en fait, quand après, tu te retrouves à écrire, et bon, en plus, il y a le confinement qui est arrivé là-dessus. Je sais pas, toi, tu disais tout à l'heure que tu as tourné, avant le podcast, il nous racontait qu'il a tourné pendant le Covid. Celui-là, il a tout connu. Et moi, du coup, d'écrire ce film, ce long métrage, du coup, pendant le Covid, en plus, c'est un film où il y a une évacuation autour d'une centrale nucléaire. Donc, il y a une ville qui est vidée et cette gamine qui erre dans cette ville vidée et tout ça. Et on était dans la ville vidée comme ça, et je me disais, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a le film qui est en train d'arriver dans mon réel et tout. Et j'étais vraiment en angoisse, quoi, mais le réel, quoi, pas juste j'ai un peu peur, non, vraiment de l'angoisse qui paralyse, quoi. Et je pense que du coup, toute cette période-là, c'était le Covid, le confinement, la crise sanitaire, tout ça, mais c'était aussi beaucoup cette petite phrase de maintenant faut pas te rater, et donc en fait faut faire le film de la décennie, quoi. C'est pas juste faire un super long métrage, c'est d'arriver de genre, faire il faut fort faire un truc de directement, dingue. quoi. Ouais. Et en fait c'est pas possible, tu peux pas travailler comme ça marche pas, quoi. Enfin peut-être qu'il y a des gens, peut-être que Orson Welles, c'est marrant parce qu'on parle, on l'a en fait. Juste à côté. Et c'est un truc que je me suis souvent dit quand je re-regardais la filmo, tu sais, quand je me rematais des Orson Welles étudiants notamment, tu sais, et j'avais ce truc de cette anecdote que j'ai racontée tout à l'heure, et à chaque fois que je mettais play, j'avais cette anecdote en tête et je me disais alors celui-là il est comment, tu vois. Et je me disais mais en fait à chaque fois il est bien, tu vois. Genre, c'est juste que voilà, Citizen Kane il avait complètement réinventé les codes et tout cassé, mais en fait le mec a eu une super carrière, enfin, tu vois. Il a quand même pondu des chefs-d'œuvre à l'appel. Je pense que c'est un très bon exemple de quelqu'un qui a donné tort au gars qui lui a Ouais, dit vous absolument. pouvez plus en faire parce que vous avez fait un chef-d'œuvre. Complètement. Et puis en plus il s'est aventuré dans plein de médias, tu vois, il s'est pas contenté de la radio, tout ça, donc bon. Pour revenir sur les premières fois, Slony, toi en ce moment, du coup, tu es sur la conception d'un polar, c'est ça? On l'a tourné. Ok, Ouais, non, Suis un peu, Reda. c'est cool. Non, mais ouais, non, conception dans le sens, c'est toujours il y a le montage à faire. Oui, Il faut que ça se construise cette Non, histoire. il est tourné, il est monté. Enfin, on a déjà fait 3-4 festivals. Là, Du coup, c'est ton premier long qui se catégorise dans le polar, c'est ça de ce que ouais, tu j'avais fais jamais fait de polar. Et comment, du coup, justement, cette première fois, comment tu as réussi à te mettre dans le bain, à convaincre aussi des gens autour de toi d'expérimenter ce nouveau genre avec toi? Écoute, c'est un peu. Alors, notre métier, il est aussi un peu opportuniste. Ouais. Parce qu'en fait, le producteur, moi j'avais fait un cours justement sur ce sujet-là, sur les enfants ukrainiens qui arrivent. Voilà. Et c'était Mathieu Kassovitz qui avait dit les gars, faites quelque chose, il se passe un truc de fou. Voilà, vous êtes. Bon, j'avais un tout petit peu de sous, j'avais un peu de matos. J'ai dit, moi je vais faire un cours qui s'appelait Dolia. Mais vraiment. Truc ni fait ni à faire, mais je l'ai fait par solidarité. J'ai essayé de faire le mieux, mais on était toute petite équipe, machin, dans la région de Saumur. Et bon, le truc a quand même un peu vivoté. Et puis, s'est retrouvé, tu sais, dans des écoles, ils l'ont montré. Moi, c'est pas moi qui l'ai exploité. Je l'ai offert à des gens qui étaient à fond dans la cause. Je dis, voilà, j'ai fait mon job, j'ai fait le mieux que j'ai pu. Puis eux, ils ont été exploités. Et puis après, est revenu vers moi l'idée d'en faire un long métrage, parce qu'on m'a demandé est-ce que tu ferais pas, d'en refaire une suite à ça, parce que c'est 2 vraies réfugiées ukrainiennes qui sont pas actrices. Elles sont arrivées, elles ont tout quitté du jour au lendemain. Et donc j'ai écrit une histoire j'ai casté ces 2 filles. C'était très dur de trouver un duo mère-fille ukrainienne. Elles parlaient pas un mot de français, tout ça machin. Donc j'ai réussi à faire ce petit exploit. Mais ça n'avait pas une grande qualité artistique, ça a plutôt une qualité, entre guillemets, humaine, pour dire on est là, on va... Et donc, le film est allé jusqu'à Cannes. On a fait une présentation, alors pas en sélection officielle, mais on a fait une montée des marches. Elles ont monté les marches à Cannes. Trop bien. Voilà, des réfugiés, tout ça, je leur avais promis, elles l'ont fait. Et après, moi, je suis passé complètement à autre chose. Et j'ai le producteur de mon film, Parisienne, il m'a dit, écoute, le truc est cool, mais... il y a deux trucs. C'est que j'aimerais que tu ailles plus loin et que tu veux pas faire un long métrage. Je lui dis, mais déjà, adapter un court métrage en long métrage, c'est pas forcément super heureux. Toujours, ça s'étire pas. Il faut réécrire complètement. Tu peux garder un peu Et la deuxième chose, j'ai dit, mais moi, je finance. Moi, je dis, c'est peut-être une idée en fait. Oui, non, ça peut se faire, ça peut se faire. Et le truc, c'est qu'il me dit, mais j'adore, il faut que ce soit un polar. Il dit, parce que tes films, là, un peu à l'eau de rose, poétique, tout machin, ça va 2 minutes. Et il dit, moi, j'adore le polar. Ça commence à devenir une commande en fait. Exactement. Ouais. C'est pour ça que, tu vois, et il y avait 2 choses qui me plaisaient. Un, c'est que j'adorais mon duo d'actrices.
qui n'en était pas, à qui j'avais promis. Qu'on referait les marches. Non, je leur ai dit, parce que la petite voulait être actrice. J'ai dit, bah, t'inquiète pas, je te reprendrai un jour et tout. Puis elle, tu sais, les enfants, ils vont très vite. Elle, quand elle a tourné, elle avait 7 ans. Ouais. 7 ans et demi. Elle mentait en plus sur son âge, parce que j'avais dit un peu plus vieux, mais elle avait dit, je pense qu'elle avait même 6 ans. Et elle pleurait à la commande, c'était un truc de fou. J'avais jamais vu ça de ma vie, tu vois. J'avais presque l'impression que je lui faisais du mal, tu vois, parce qu'elle pleurait, mais tout le temps, dès que je lui disais pleure, machin et tout, puis elle s'arrêtait plus, quoi. Et tu sais, t'ouvrais des robinets, je savais pas comment fermer tout ça. Bon, le truc voilà. Et je les reprends pour. Alors je dis, ok, si je trouve la bonne idée, on le refait. J'ai jamais fait de polar, je me suis lancé dans l'aventure et ça m'a éclaté. L'idée du polar m'a éclaté. Alors j'ai pas dit que j'étais un grand scénariste de Nous polar. jugerons sur pièce. Ouais, Mais en tout cas, tu as de toute façon. expérimenté le genre. Mais j'ai expérimenté le genre. Et là, ça m'a éclaté. Je me suis vraiment. On est parti sans distributeur. Et c'est un road movie. On démarre à Saumur. On passe par Paris. On a fait. Et on va jusqu'en Ukraine. Et on tourne tout le long avec des acteurs ukrainiens. Enfin, pas acteurs, actrices ukrainiennes, parce que les acteurs ne pouvaient pas à cause de la guerre. Oui. Ils ne pouvaient pas quitter le pays, mais j'avais une petite prod exé ukrainienne qui nous retrouvait là-bas, et sur tout le reste du chemin, c'était mon équipe, mais c'était un bus. On a fait comme un bus un bus pour les rockstars. Là. Ouais, un tourbus. Un tourbus, on a tout foutu là-dedans et on est parti. Et on a tourné sur toute la route avec les 2 voitures de jeu et tout ce machin, avec Ludovic Bertillot et machin, les acteurs. Bon, l'aventure folle, mais dingue. C'est un miracle. On aurait dû tous les jours, on devait arrêter, et puis le jour d'après, on dit ça c'est fait, ça c'est fait. On est allé jusqu'au bout. Mais c'est pour te dire qu'il y a différents types de cinéma. Il y a le truc d'opportunité comme ça qui vient. Tu t'es levé le matin, tu n'as jamais pensé à ça. Rien de ce que tu es en train de faire n'était au planning. Faire un polar, partir en Ukraine, amener en galère des gens où tout normalement est fait pour pas qu'ils viennent. Parce que des histoires d'assurance, je vous épargne par où on est passé, c'était un enfer. Et il n'y a rien qui va dans ton sens à part la volonté de ces Ukrainiens qui te regardent comme ça tous les jours et tu es incapable de leur dire non mais on peut pas le faire, on va arrêter demain, c'est impossible. Et chaque jour ils te ramènent des Ukrainiens qui ramènent d'autres Ukrainiens qui te ramènent d'autres Ukrainiens. Ouais, Cosaque, Cosaque. Et donc tu y vas et c'est sur leur énergie. Et c'est là que l'aventure est extraordinaire. Parce qu'au bout d'un moment, c'est plus du cinéma, t'es dans un autre délire, quoi. Le cinéma n'est plus qu'un prétexte pour aller en Ukraine défendre une cause et des gens. Et qu'ils soient bons, pas bons, que les gens jouent bien, pas bien. Enfin, tu vois, c'est anecdotique. C'est même pire que ça. C'est qu'à un moment donné, il y a même un problème de légitimité. Tu te retrouves, toi, à venir faire du cinéma dans un pays en guerre. Ouais. T'es parisien, t'arrives, c'est pas ton combat, c'est pas tes... Qu'est-ce que tu fous là, quoi, tu vois? Et eux, ils te donnent le peu qu'ils ont, ils te donnent tout, mais vraiment tout. Il n'y a pas un mec qui te parle de guerre. Tu vas dans des cimetières. Enfin, vraiment, on a vécu des trucs terribles. Mais eux, ils sont toujours la banane. Ils veulent que tu sois heureux. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils ont une mission. C'est que ils veulent pas être oubliés. Ils veulent qu'il y ait des gens. Nous, on a refait bosser l'industrie là-bas. Ça faisait un an qu'il y avait plus rien, donc on a repris des techos. Il y a l'armurier, parce qu'on a utilisé des calages sur le film et tout. Tu as un armurier qui était sur le front. Il a roulé 8 heures sans dormir pour venir sur le plateau. Non, plus qu'il a roulé 8 heures pour aller du front jusqu'à Kiev. Kiev, nous, on tournait à Lviv. Ensuite, il s'est refait 6 heures sans dormir. Il nous a fait la presta. Il est reparti. Au front derrière. Ouais, parce que Putain, il j'aimerais voulait être à côté de lui après. Le mec, c'était un Golgoth. Ils sont tous, les mecs, voilà. Et il était gentil, tout doux, machin, avec toutes ses armes, ses trucs. Et on avait. L'oxymore. C'était incroyable. Non, mais tu sais, nous, on était là, on va tirer partout. Tu sais, on faisait du cinéma. Ouais. Mais lui, il revenait. C'est une réalité. Lui, c'est une réalité. Ouais, Il revenait vraiment. et il était tout gentil. Et nous, on avait des acteurs qui roulaient par terre. Attends, je vais faire de la cascade et tout. Machin. On était il y avait du ridicule là-dedans. Ouais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et il y avait même, moi, et très vite, dès que j'ai mis le pied en Ukraine, j'ai eu un problème de légitimité parce que j'ai vu mes actrices qui se sont mis à pleurer. Elles avaient quitté un pays. Je les ramenais en guerre. Je les ramène en Ukraine. Ouais. Elle pleurait. Non, mais tu vois, il y a plein de trucs bizarres. Mais en fait, mais tout a marché parce que tout était extraordinaire, parce que la démarche était quand même sincère au Il y a départ. une forme
Elles ont peut-être exorcisé quelque chose à travers ça ou tu sais pas. Oui, enfin, Peut-être, elles, peut-être ouais, trop, elles sont, voilà, enfin, C'est sûr que c'est très dur. Mais ce que je trouve incroyable dans cette histoire que tu racontes, c'est que finalement, si on reboucle avec ce que tu disais, tu vois, au début, c'est que là, tu arrives sur un truc, c'est ton premier polar, Mm. c'est ta première commande, finalement, tu vois. complètement. Et en fait, tu arrives à retrouver l'énergie que tu avais peur d'avoir perdue, mais quelque part, elle te vient d'à côté, en fait, tu vois. C'est des gens qui t'amènent ça et qui t'amènent à... C'est les autres, c'est Ouais. beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce n'est que les autres. Moi, je suis avec moi, tu vois, là, j'avançant, je m'embourgeoise un peu, tu vois. Donc, tu te dis, si j'avais su au départ ce que ça allait engager, j'aurais jamais fait le truc. C'est pas que je ne crois pas en ce combat. C'est juste que tu te dis que tu n'y arriveras pas. Et surtout, tu vas mettre des gens en danger. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est que Et tu toi, qu'est-ce que tu mesures vas le y danger changer, du truc. ouais. Il y a le délire de dire on va en Ukraine, parce que bien sûr, il y a les acteurs, ils disent ah, c'est sur mon CV, je suis allé tourner en Ukraine. Tu vois, mais au bout, une fois qu'ils sont là-bas, ils sont avec des vrais acteurs ukrainiens et tout ça, machin, bah, Ça remet on en est à perspective poil. en même temps. Tu vois, On du est coup, tous à poil, tu sais, il n'y a ouais. plus de frime, il n'y a plus de trucs. C'est comme quand tu te retrouves dans un truc de cancéreux. Il y en a un qui a de l'argent, l'autre il n'en a pas. Enfin, vous êtes tous. Tu vois, tous égaux. ouais, ça va. On va pas commencer à se raconter des histoires. Et donc, il y a des trucs où la vie rattrape tout le monde et tu essayes d'être au plus juste en étant au plus, pas sincère, mais en privilégiant que les relations humaines. Si tu te focalises sur ton outil ou ta narration, tu es perdu. Parce qu'en fait, tu dérives. Tu sais, non, mais moi, je veux faire un film. Moi, je m'en fous, vos trucs, là. Je suis allé du cinéma. Toi, ta gueule. Tais-toi. Tu sais, t'as des gens qui ont une vie. Tu commences à dire silence dans des endroits où on a des autorisations pour rien. Tu es dans un pays en guerre. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Il y a des trucs que tu peux plus faire, plus dire, parce que ça a plus de sens. C'est presque indécent. Voilà. Donc, tu te laisses comme ça, porter comme une feuille par le vent. Voilà. Souvent de légitimité aussi. Tu te dis, c'est vrai que bah, voilà, effectivement, tu sauves pas des vies. Enfin, nous, on est des saltimbanques, tu vois. Mais en même temps, je pense qu'il y a, je crois que c'était sur le discours d'ouverture au César, ou à Cannes d'Edouard Baird il y a quelques années où il disait ça, tu vois, genre bah, effectivement, nous, on sert à rien à part peut-être, tu vois, divertir un peu, amener une petite quelque chose, une graine de réflexion. Mais en fait, ça ira jamais plus loin que ça. Tu es là pour que quelqu'un fasse le chemin finalement ou pour extraire quelqu'un. Mais je trouve ça beau que finalement, tu aies pu le faire avant même que l'œuvre sorte finalement. Oui. Mais ce qui est, enfin, d'ailleurs, je sais pas s'il y a des gens qui veulent faire du cinéma, mais je pense que le cinéma vient plus à toi que toi tu ne vas vers le cinéma. Enfin, je me comprends. On peut avoir un choix de carrière. Tu fais une école, tu apprends, c'est un outil, c'est un métier. Il y a un vrai, c'est le 7e art. Ça, c'est extraordinaire. Mais il y a un moment donné, on connaît tous des gens qui ont fait des grandes études dans le cinéma, qui ont beaucoup d'argent et tout, et qui font des films qui sont vraiment inregardables. Tu te dis, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il est où l'accident? Accident industriel. Mais il n'y en a pas un. Chaque année, tu as des. Là, cette année, c'est un festival enfin, moi, je n'ai pas vu les films, mais de films qui se ramassent à des coûts de 10, 12, 20 millions de budget. Et il y a des 7500 entrées. Tu vois ce que je veux dire? Mais tout est aligné pour dès le départ, que ce soit un grand film. Qu'est-ce qu'il fait? Et c'est leur métier, hein. C'est que des gens qui ont de l'expérience, c'est que des grands acteurs. Donc, normalement, la règle veut dire que ça devrait cartonner à chaque fois. Eh ben non. Il y a un autre truc qui ne s'explique pas. Et je pense je crois que je sais pas bien, mais c'est Picasso qui disait ça. On lui disait, mais comment vous arrivez à peindre la beauté? Et il disait, non, je remercie la beauté qu'elle accepte d'être peinte de temps en temps par mois. Tu vois ce que je veux dire? C'est que d'un seul coup, le truc vient à toi, tu arrives à faire plus ou moins du cinéma, de la mise en scène, parce que les conditions t'ont été offertes à ce moment-là. Mais tu passes énormément de temps à résoudre des problèmes quand tu es metteur en scène, et encore plus sur un long métrage, moins sur un court. Mais à un moment donné, si le temps il n'est pas là, si tu as un acteur qui est malade ou qui est relou, si tu t'aperçois que tu patauges dans ta narration parce que putain, il te manque... Et tu t'aurais dû faire ça plutôt que ça, mais t'as pas le temps de le faire. Et après, ça t'entête. C'est fini, ton truc, il est parti. Le dentifrice, il est sorti du tube, tu vois. C'est mort. Donc, si il y a tout ce truc-là qui fait que parfois, même ce que tu penses avoir prévu à blinde, ceinture, bretelle, à tous les niveaux, non, c'est pas pour toi ce jour-là. On te dit non. Si, non, un autre film. Ouais, donc finalement, ton œuvre, c'est vrai que
T'as beau aussi tout contrôler, tu ne maîtrises. Enfin, c'est pas que tu maîtrises pas grand-chose, mais il y a toujours cette part d'inconnu. Mais cela dit, dans toute œuvre, enfin, je pense n'importe quel artiste, tu vois, même. Enfin, tu parlais de Picasso ou autre, mais je pense que peu importe. Enfin, t'es tout le temps. Il y a toujours une part j'allais dire de mystère. Mais tu sais, quelque chose magie, qui de arrive. miracle, réussir à concrétiser. Non, puis un long d'accident. métrage Enfin, en je veux dire, cours. Accident, tu contrôles pas l'entièreté. C'est sûr. Enfin, voilà. On approche de la fin, messieurs. Ça fait déjà bientôt 1 heure qu'on tourne. Pour conclure, j'avais une petite question toute simple. Rémi, par exemple, qu'est-ce que tu dirais à l'artiste que Au tu toi étais, au toi Il y avait d'avant, 9 ans. concernant pendant ta toute première création? Qu'est-ce que tu lui dirais avec ta vision de maintenant? Wow. Qu'est-ce que je lui dirais? Calme-toi, ça va aller. Ouais. Je crois que c'est vraiment le gros truc. Moi, c'était assez étrange le tournage du film de fin d'études parce que ouais, il y a ce truc où en fait on est étudiant et donc du coup, ben, sur un plateau, voilà, il y a de la tension, il y a de l'enjeu et tout ça. Aussi par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, on maîtrise pas, il y a des choses qu'on n'arrive pas à obtenir, etc. Mais il y a aussi ce truc qui est assez presque drôle sur les plateaux, c'est j'ai l'impression que c'est le plus gros nid à emmerde du monde. C'est-à-dire que dans notre vie, on a des emmerdes, on va à une fête d'anniversaire en voiture, on crève le pneu sur la route, ça arrive. Mais sur un tournage, c'est tout le temps. Il y a toujours une des voitures qui va crever un pneu sur la route, il y a toujours un mec qui va mettre du diesel au lieu du sans-plomb dans son véhicule, il y a toujours... Et en fait, tu as l'impression que les emmerdes se rencontrent, font un groupe et qu'elles se disent « Ok, on va aller sur le tournage et on va vraiment tout bloquer ». Et donc, il y a ce truc où en fait, c'est un... Ouais, moi j'étais très paniqué, en fait, très vite paniqué parce que le chien qui devait être dans le film, il est mort à 2 jours du tournage, et puis le véhicule, il est tombé en panne. L'enfant, il tombe malade aussi 3 jours avant le tournage. La personne qui était censée faire la déco, elle disparaît avec l'argent du budget de la déco. Enfin bref, il y a tous ces trucs où d'un coup, t'arrives, t'es au bout, en fait. C'est le premier jour du tournage et t'es au bout, t'as l'impression que ça sera jamais possible. Et en fait... Voilà, parce qu'on est nombreux, qu'on est passionnés, on a tous de la ressource et tout ça, on y arrive. Mais il y avait ce truc très très difficile où en fait j'avais un peu ce sentiment d'être seul contre tous. L'impression de faire moi-même mon film contre un peu une partie de l'équipe. Et ça, je pense que c'est vraiment un gros truc où... je pense que c'est très personnel, hein. Il y a des gens qui l'abordent comme ça, professionnellement, même pour faire des longs métrages et tout ça, qui sont très durs dans leur rapport aux équipes. Moi, je pense maintenant que je suis beaucoup plus rond, beaucoup plus doux, que c'est aussi un peu mon expérience en Belgique qui m'a donné ça, où on se prend un peu moins au sérieux, je dirais, en se disant, ouais, comme tu disais tout à l'heure, on fait que des films, en fait, on fait du cinéma, donc c'est chouette. Et du coup, de se dire, ouais, calme-toi, ça va aller, et surtout, en fait, prends un petit quart d'heure juste pour parler à tout le monde en disant à quel point t'es pétrifié et en même temps t'es heureux d'être là et qu'en fait ça va bien se passer et qu'on peut juste se dire qu'on est heureux de faire ça ensemble, même s'il y en a qui ont des frustrations, que c'est difficile, on va essayer de trouver comment s'amuser et comment faire le truc le plus beau possible, dont on sera fier dans quelques semaines quand ça sera fini, et dans quelques mois, et si possible dans 15 ans aussi, quand on en parlera plus tard avec des amis, quoi. Et je pense que c'est vraiment, il y a vraiment ce truc là sur cette première émotion de tournage là, de réussir à détricoter un peu une partie de l'attention. Et après, sur la première œuvre en tant que long métrage, moi, je me rends compte que maintenant de ce que c'est qu'écrire, et qu'en fait, il faut lâcher aussi, lâcher. Parce qu'en fait, on peut pas tout mettre dans une première œuvre. C'est ça, votre grande question qui est, est-ce que c'est l'œuvre d'une vie? Non, surtout pas. Mais surtout pas, faut surtout pas essayer de faire ça. Faut essayer de faire le meilleur premier film qu'on peut, avec le plus de cœur, d'amour, de désir et de joie que possible. D'essayer d'aller au bout de ses idées, de les assumer malgré toutes les contraintes de l'industrie, qu'on va nous dire en fait il faut que tu prennes tel acteur ou je sais pas quoi, en fait de quand même toujours aller au bout des idées, de les explorer en se faisant le plus plaisir dans cette recherche là, parce que c'est vraiment un truc de recherche. Et du coup au scénario c'est aussi ça, c'est de se dire en fait il y a une grande ligne que je veux tirer et je la tire jusqu'au bout, et le reste c'est des petites scènes, des à côté, des choses, mais tu vas pas tout mettre, en fait. Tu vas pas parler de ton enfance et puis de l'enfance de ton grand-père en même temps, puis de l'enfance de ta grand-mère, et puis de la Première Guerre mondiale, et puis de la Deuxième, et puis de l'Ukraine, et puis de machin. Tu peux pas tout faire, donc c'est un truc. Tu pars faire ton film en Ukraine, c'est un truc très fort, où je pense qu'avec l'expérience aussi de 2 longs métrages derrière ça, il y avait un truc assez, j'imagine, plus évident de se dire, tiens, je vais tirer une ligne de polar et puis emmener ça en Ukraine. Mais de réussir à trouver une forme de simplicité, en fait. Parce que si tu essayes de tout dire, tout faire en même temps, tu vas juste exploser et ton film, il
il s'écroulera sur lui-même parce qu'il y aura trop, il débordera en fait. Et donc je dis ça en faisant genre que je l'ai compris, que je suis conscient. On verra dans un an C'est ou un facile an à et demi quand le film sera intellectualiser, fini. C'est ce que Mais tu te dis maintenant, bien sûr. c'est ce que je me dis maintenant. Tu pourras le ce truc de- réécouter, tu vois. Oui, c'est ça. Je me dis ah là là, mais tu l'avais dit en plus, c'était pourtant pas compliqué. Mais non, ouais, il y a vraiment un truc de réussir à faire simple et fort en même temps. Enfin, fort, c'est un peu prétentieux, quoi, mais aller au bout de son idée, en fait. Il y a une copine qui disait, en fait, les gens qui font leur film, ils plantent leurs clous tous les jours. Et ils plantent pas 15 clous, ils font pas une maison, en fait. Ils plantent un clou, juste tu tapes sur la tête de ton clou, tu as une idée et tu l'enfonces jusqu'au bout, quoi. Et tu la tiens, en fait, malgré les contraintes, les trucs. Sur le tournage, ça part en cacahuète, l'acteur, il s'est pété la jambe, il peut pas se lever de sa chaise, ben, on va trouver une solution pour raconter la même chose en étant assis sur une scène chaise. après l'autre. Et ouais, c'est vraiment ce truc de planter son clou, quoi. Et donc je me serais belle dit image. ça au mois Plante ton clou. de 20 ans sur son premier tournage. Et toi, Slony? Oula, mais en fait, oui, c'est drôle. J'ai même plus d'image de moi, je suis tellement vieux. Quand j'étais jeune. On va chercher une photo. Ouais, putain. Non, je dirais. Non, j'aurais aimé me dire que j'avais de la. En fait, on oublie qu'on a de la chance pour une première œuvre. Ouais. Parce qu'on a la chance de pouvoir la faire. Et je pense que moi, j'ai pensé que c'était normal parce que c'est venu assez facilement à moi. Enfin, c'est un concours de circonstances. Je peux pas vous raconter là, mais. Et je me pensais pas du tout réalisateur. J'ai pas fait ça en me disant que je veux faire une carrière de réalisateur. Parce que je sors du bois, moi. Je suis un enfant loup. Donc, à la différence d'avoir fait une école, d'avoir vraiment préparé le truc, moi, jamais j'ai pensé que je serais un réalisateur dans ma vie, mais pas une seule fois. Donc, comédien, oui, je me suis marré. Chanteur, j'ai aussi de la musique, de la danse et tout ça, machin. Donc, artiste, oui, ça m'a éclaté. Mais faire de là, c'est trop d'emmerde. Faire un réalisateur, c'est vraiment un truc. Mais il y a j'aurais aimé me dire que c'est pas normal, c'est pas un truc normal de faire de l'image. Alors que moi, j'ai pensé que c'était quelque chose qui était assez normal, de la mise en scène et tout ce machin. Et du coup, tu travailles moins. Il y a plein de trucs que j'aurais dû bosser beaucoup plus, avec beaucoup plus de force dans tu vois, à un moment donné où tu es encore un peu tendre pour quelque chose que j'ai pas fait parce que je pensais que tout tenait sur ma personnalité, sur ma bonhomie, sur le fait de tiens, c'est cool, on fait du cinéma, les choses viennent assez facilement. En plus, j'ai eu un peu de chance d'avoir connu très vite des gens très très connus avec lesquels tu pouvais monter des films. Voire même des gens qui te promettaient qu'ils seraient dans tes films et qui au dernier moment disent désolé, attends, c'est con, C'est con parce qu'on a fait les financements. Quoi. Ouais. Non, mais tu sais, bon, et puis comme c'est tes potes, c'est devenu aussi tes potes, tu es dans un truc un peu bizarre, tu sais, tu peux pas tu peux pas te fâcher avec eux parce qu'ils jouent pas dans tes films. D'un autre côté, tu sais que tu feras pas ton film s'ils jouent pas dedans. Donc voilà, donc si tu veux, il y a plein de trucs qui se sont mélangés à un moment donné. Tu es dans ce qu'on appelle dans le milieu du cinéma. Et donc tu fais tes choses parce que tu es dans le milieu du cinéma, mais t'es pas un gros bosseur. C'est pas que sur le plateau, les heures, tu vis dedans constamment. Mais je pense qu'il y a un moment donné où tu dois effectivement prendre en compte que tu as une chance immense. Putain, mais voilà. Et moi, c'est ce que je dis, parce que j'ai des stagiaires que je maltraite toute la journée, qui veulent faire du cinéma. Et je leur dis tout le temps, vous avez la chance pas d'être avec moi, mais d'avoir quelqu'un qui vous me... moi, en plus, maintenant, j'ai un peu de matos, j'ai tout ce machin. Je vous dis, putain, éclatez-vous, faites des trucs. Apprenez, plantez-vous, faites de la merde, mais tu vois... C'est open bar. C'est open bar, allez-y à fond. Parce que moi, avec le recul, je me dis, putain, mais si j'avais ces outils-là à votre âge et tout ce machin, j'aurais été un bien meilleur cinéaste, tu vois. J'aurais pu... Enfin, je pense, en tout cas, j'aurais aimé l'être. Et je pense que je le suis ponctuellement pour des moments, parce qu'il y a magie, mais quand la magie n'est pas là, tu vois ce que je veux dire. Tu te rattaches avec... T'es vachement plus fragile qu'un mec qui, finalement, a une... Lui, il a vraiment tellement, il s'est tellement pris la tête dans son art, dans son truc, dans son machin, voilà. Presque. En fait, il faut être névrotique. Voilà, il y a une vraie névrose à faire du cinéma. Et je pense que moi, à un moment donné, j'ai une trop bonhomie à un moment donné où quand ça commence vraiment à me saouler, tu vois, quand ça devient vraiment compliqué, ceci, cela, j'ai plutôt tendance à tout réaxer vers la facilité pour savoir qu'est-ce que la vie me donne et je vais essayer dans ce sens-là, plutôt que d'essayer justement d'enfoncer des clous sur des surfaces où il n'y a rien qui s'enfonce. C'est juste, non mais tu vois, il y a des trucs où ça vraiment, et je l'ai vu, et je parle même pas que de mes films.
Moi, j'ai été en tant que comédien sur des drames industriels où tu te plantais sur le casting. Le mec qui a le rôle principal, quand le mec arrive sur le plateau, tout le monde fait oh, putain, mais pourquoi j'ai pris. C'est tout. De la costumière jusqu'au réal, jusqu'à la prod, tout le monde dit il ne voulait pas de cette personne. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est terrible parce que tu auras beau faire ce que tu veux. C'est déjà foutu avant même que tu arrives. Déjà, dès le premier jour de tournage, c'est déjà dead ton truc. Sauf miracle, que d'un seul coup, le truc. Sur une comédie, bon, on t'en voudra pas. Mais sur un film sur lequel tu portes depuis des années, tu vois, sur lequel tu mets ta life et t'arrives. Et là, je peux vous dire qu'il y a du vilain. Bon, voilà. Pour en parler des heures. Ok, bah non, mais c'était super intéressant. Ouais. Bastien, tu souhaites donner un peu Bah de non, mot de la fin? Oui, bah moi je voulais vous remercier déjà parce que voilà, nous on fait ce podcast avec Reda et avec l'association Level Up, hein, encore une fois, qui aide et partage et explore tout ce qu'il y a autour du cinéma, du lien entre la technologie et l'artistique et comment est-ce qu'on fait pour résoudre ces deux parties de l'équation et pouvoir créer des œuvres. Et voilà, on fait ça, pour rencontrer des gens, pour pouvoir le transmettre, pour avoir ces discussions qu'on a là et qui sont juste passionnantes. Et voilà, on essaie de reproduire en laboratoire ces espèces de petits miracles, comme vous disiez. Donc merci à vous d'être venus, c'est vraiment très cool. On tenait beaucoup à remercier aussi la Cinémathèque de nous avoir accueillis. Parce que c'est pour nous forcément un lieu d'inspiration également. Je pense que inspiration, c'est un peu le mot de la fin qu'on pourrait dire sur ça et sur ce thème-là. Et puis, n'hésitez pas à partager, vous abonner, faire connaître le podcast, ce qui peut nous permettre de continuer à essayer de faire grandir ça et de continuer à explorer ce vaste champ. Je sais pas où je vais aller avec la Ben non, mais c'est très bien, c'est très bien. Non, j'ai juste envie de vous dire à la prochaine, voilà. Et puis merci encore, messieurs. Merci C'était beaucoup. super, on a passé un super moment. Allez, ciao. Merci beaucoup.